bonjour à toutes et tous. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la prévention du risque chimique lié à l'exposition aux anesthésiants volatiles dans le secteur, des établissements de soins vétérinaires. Donc, je suis Marine Quinton, chargée de communication à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, donc la CRAMIF. Et les trois intervenants principaux durant ce webinaire seront Catherine Edouin-Longlet, qui est ingénieure conseil et responsable du laboratoire de toxicologie industrielle de la CRAMIF, Agnès Janès, ingénieure conseil et responsable du centre de mesure physique de la CARSAT Hauts-de-France, et Kevin Bans, ingénieur conseil au centre de mesure physique de la CRAMIF. Donc ce webinaire sera découpé en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons revenir sur l'étude qui a été menée en 2021 dans plusieurs établissements d'Île-de-France sur l'exposition des vétérinaires et des ASV aux anesthésiants volatiles. Donc on reviendra sur le contexte, le protocole et les résultats de cette étude. Dans un second temps, on fera un état des lieux sur les pratiques et les dispositifs de protection collective existants, et nous verrons également les mesures de prévention qu'il est recommandé de mettre en œuvre dans les établissements de soins vétérinaires. Et enfin, un temps d'échange, un temps de questions-réponses vous sera proposé à la fin de ce webinaire. Donc, comment interagir avec nous pendant le webinaire? Donc, vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire via l'onglet questions. Et vous pouvez partager voilà, vos commentaires, votre expérience ou échanger entre vous dans le chat. Donc ces fonctionnalités se trouvent en bas à droite de votre écran. Et du coup, veillez bien à poser vos questions dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat si possible. Donc pour information, ce webinaire est enregistré et un replay et la présentation seront mis à disposition sur notre site cramif.fr et ils vous seront également envoyés par mail. Donc on va commencer rapidement par une petite présentation de notre institution, pour ceux qui nous connaîtraient peu ou pas. L'assurance maladie risque professionnel, c'est la branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail de la sécurité sociale. Donc ces missions sont déployées par un réseau de 21 caisses régionales, donc la CRAMIF en Île-de-France, les CARSAT en région et les CGSS dans les DOM. Donc elles sont composées, ces caisses d'équipes de professionnels en prévention. Et on s'appuie également sur les productions et les ressources de l'Institut national de recherche et sécurité, donc l'INRS que vous devez connaître, et l'Eurogip, son relais à l'international. Donc, les caisses de la branche maladie risque professionnel, elles ont 3 grandes missions qui sont complémentaires et interdépendantes. Elles visent à indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elles fixent les taux de cotisation AT-MP des entreprises et elles aident également les entreprises à prévenir les risques professionnels. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possibles. Et pour cela, on met à disposition des entreprises tout un panel d'offres de services, donc aussi bien de l'accompagnement sur des risques particuliers, des offres de formation, des documents techniques qui portent sur différents secteurs et différents risques, et un dispositif d'aide financière qui est catégorisé par secteur ou par type de risque. Voilà, un petit focus rapide sur les actions de la CRAMIF. Donc comme je le disais, ça rejoint les missions que j'ai précédemment évoquées. Et vous avez ici quelques chiffres clés de l'année 2022 pour vous donner un peu une idée de notre action au sein de la CRAMIF. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ou justement pour rentrer dans le vif du sujet, on vous propose tout d'abord de nous faire part de votre connaissance, de votre expérience sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et on vous propose du coup, dans un premier temps, de répondre aux questions qui vont apparaître dans quelques secondes dans l'onglet sondage. Donc, hop, les voici qui vont apparaître. Donc l'onglet sondage qui se situe en bas à droite également de votre écran. Voilà. Il y a 4 petites questions.
Donc voilà, donc la première question, dans le cadre de votre activité, pensez-vous être exposé à l'inhalation d'anesthésiants volatiles? Donc vous pouvez nous indiquer oui ou non. Deuxième question, est-ce qu'à votre avis, la concentration à laquelle vous êtes exposé peut avoir des effets sur votre santé? Là encore, on vous invite à répondre par oui ou par non. La question numéro 3, quels peuvent être les effets sur la santé d'une exposition prolongée ou répétée aux agents chimiques? Donc là, en l'occurrence, c'est une question à choix multiples. N'hésitez pas à sélectionner plusieurs réponses. Et la dernière question, à votre avis, quelles sont les situations potentiellement à risque? Là encore, question à choix multiples. On vous laisse y répondre. Et pendant que vous répondez à ces questions, on va faire la transition, parfaite et je vais, du coup, laisser, la parole à ma collègue, Catherine Edouard-Lenglet, qui va revenir du coup sur l'étude, dont je vous parlais, précédemment. Voilà. Merci Marine. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, Catherine Edouard-Lenglet. Donc, je suis responsable du laboratoire de toxicologie industrielle de la CRAMIF. Et donc, je vous remercie de nous avoir rejoints donc, pour la présentation des résultats de cette étude. Donc, après vous avoir rappelé quelques éléments de contexte, donc je vous présenterai rapidement donc l'anesthésie volatile et notamment les types de circuits utilisés. Nous ferons un focus donc sur le protocole de mesurage que nous avons utilisé pour la réalisation de cette étude. Je vous présenterai donc les résultats de l'étude et nous terminerons donc par quelques faits marquants. Donc, le programme national risque chimique pro de la Convention d'objectifs et de gestion accident du travail maladie professionnelle 2018-2022 donc prévoyait donc sous l'égide de la CNAM le déploiement de campagnes interrégionales de mesure des unités techniques des caisses régionales afin d'améliorer donc la connaissance des risques liés à l'exposition des salariés à des agents chimiques pour des situations de travail mal connues. Donc en Île-de-France, il a été fait le choix de réaliser une étude donc sur l'exposition des professionnels aux anesthésiants volatiles dans les établissements vétérinaires, compte tenu du peu de données donc concernant donc cette activité. Donc les objectifs de cette étude étaient multiples. Il s'agissait donc d'acquérir des connaissances sur les matériels et les pratiques d'anesthésie mis en œuvre, d'estimer les niveaux d'exposition des professionnels aux anesthésiants volatiles, de caractériser les dispositifs de captage des émissions d'anesthésiants volatiles résiduels et de ventilation générale utilisés et de préconiser des mesures de prévention adaptées. Donc, comme vous le savez, donc, l'anesthésie volatile est largement mise en œuvre dans les établissements vétérinaires. Les vétérinaires et les auxiliaires spécialisés vétérinaires l'utilisent lors de la contention chimique d'un animal à visée diagnostique, exploratoire, thérapeutique ou chirurgicale, notamment lors de la réalisation de prises de sang ou de radiographie, lors d'interventions chirurgicales ou lors d'interventions sur des animaux douloureux ou peu coopératifs. Donc, l'anesthésiant volatile utilisé est dans la majorité des cas donc de l'isoflurane, compte tenu de son intérêt pour la santé et sécurité de l'animal et de son coût raisonnable. Différents systèmes d'administration des anesthésiants volatiles peuvent être mis en œuvre. On distingue donc les circuits sans réinhalation des vapeurs anesthésiantes, des circuits avec réinhalation des vapeurs anesthésiantes. Les circuits sans réinhalation des vapeurs anesthésiantes peuvent être utilisés donc chez les animaux de faible poids, donc, car ils présentent l'avantage de présenter une résistance au passage de l'air limité. Ils ne permettent pas de piéger le dioxyde de carbone. Et dans ce cas, donc, le mélange gazeux expiré par le patient est évacué dans le local après avoir été filtré sur une cartouche de charbon actif ou transporté directement via un tuyau d'évacuation à l'extérieur du local. Donc, on distingue parmi ces circuits donc les circuits ouverts où l'anesthésie volatile est réalisée au masque ou à l'aide d'une chambre à induction, des circuits semi-ouverts
où l'anesthésie nécessite l'utilisation donc d'une sonde trachéale avec un ballonnet d'étanchéité. Donc les circuits, avec, réinhalation, des vapeurs, anesthésiantes, présentent l'avantage de limiter la consommation, en anesthésiant, ainsi, que les évacuations, de rejet. Donc on distingue, les circuits, semi-fermés, pour lesquels donc l'intubation est réalisée, à l'aide d'une sonde, trachéale et le mélange, expiré, par le patient donc passe à travers un récipient contenant de la chaux sodée qui permet donc de piéger, le dioxyde de carbone qui est expiré, par le patient. Donc une partie, des gaz, expirés par l'animal donc est réintroduite, au niveau des voies respiratoires, tandis que l'autre partie donc traverse la cartouche de charbon actif ou, est transportée directement donc via un tuyau d'évacuation, à l'extérieur, du local. Donc dans le cas du circuit fermé, l'intubation est également, réalisée, à l'aide d'une sonde, trachéale. Mais dans ce cas, donc la quasi-totalité des gaz administrés est consommée, par le patient. Donc ce type de circuit, nécessite de pouvoir disposer, d'un anesthésiste dédié, compte tenu de sa complexité de mise en œuvre. Donc l'isoflurane, est un agent anesthésiant de la famille, des éthers halogénés. Il est incolore, très volatile avec une odeur âcre, et légèrement piquante. Il est principalement, utilisé donc en médecine vétérinaire avec l'oxygène. Il est très peu, métabolisé, il est donc expiré donc, à 95 donc par, l'animal, qui est anesthésié. Donc la principale voie, d'exposition donc, pour, les professionnels donc étant, l'inhalation. Il est, corrosif donc, au contact de la peau, et des muqueuses. Donc pour ce qui concerne, la toxicité, de l'isoflurane, donc des effets, anesthésiques sont observés, en cas d'exposition à une concentration, importante d'anesthésiant, donc suite à une fuite de l'appareil d'anesthésie ou bien un renversement sous forme liquide, lors du remplissage de la cuve. Des céphalées, vertiges, une fatigue, une diminution des performances psychomotrices peut être également observée, dans le cas d'une exposition, prolongée, ou chronique. Pour ce qui concerne donc la toxicité, hépatique donc et les effets, sur la reproduction, ceux-ci sont encore, discutés, compte tenu de la difficulté, à déterminer un lien direct avec l'exposition aux gaz anesthésiants et la exposition du personnel, vétérinaire souvent associé, notamment tout ce qui est, posture debout prolongée, stress et exposition au rayonnement ionisant. Donc, il n'existe pas, de valeur limite d'exposition professionnelle, réglementaire, indicative ou contraignante française, concernant l'isoflurane ou le sévoflurane. Le NIOSH, recommande une valeur inférieure à 2 ppm dans l'air ambiant pour, garantir la santé du personnel en présence de gaz et de substances volatiles anesthésiques sur une période de 60 minutes. Il existe également donc une circulaire de la Direction, générale de la santé qui indique que les salles, où sont réalisées des anesthésies, donc y compris, l'induction, et le réveil, doivent être équipées de dispositifs donc assurant, l'évacuation des gaz anesthésiques. Donc ces dispositifs doivent permettre, durant la phase d'entretien d'anesthésie, d'abaisser à proximité, du patient et du personnel, les concentrations donc à moins de 2 ppm pour les gaz halogénés, dont l'isoflurane et le sévoflurane. Donc c'est cette valeur de 2 ppm que nous prendrons, comme référence donc pour la suite des résultats de cette étude. Donc afin, de mesurer, l'exposition donc des professionnels, il a été, réalisé donc des prélèvements, atmosphériques au niveau des voies respiratoires des vétérinaires et des auxiliaires spécialisés vétérinaires et également, en ambiance de travail. Donc le système de prélèvement, est composé, d'un tube rempli, de charbon actif comprenant 2 plages qui est relié donc, à une pompe, régulier.
Et les tubes de charbon actif sont ensuite, désorbés, au sulfure de carbone, le désorbat étant analysé par, chromatographie en phase gazeuse avec détection par, ionisation de flamme. Donc des mesures, en temps réel ont également, été réalisées, en parallèle, donc afin de caractériser donc les phases, les plus exposantes. Les mesures sont, enregistrées donc toutes les 30 secondes, environ. Donc pour ce qui concerne la stratégie de prélèvement, donc il a été réalisé donc des prélèvements au niveau des voies respiratoires, des vétérinaires et des ASV pendant toute leur durée, de l'activité, dans la salle d'opération, dans la salle de préparation et en ambiance de travail, donc à l'accueil, dans la salle de préparation, dans la salle d'opération et dans la salle de réveil. Et également, des prélèvements donc, pendant des événements de plus courte durée que nous souhaitions, caractériser. Donc ces prélèvements de plus courte durée ont notamment, été réalisés donc au niveau des voies respiratoires, des ASV et des vétérinaires, donc dans la salle d'opération et dans la salle de préparation. Également, en ambiance de travail, donc dans la salle de préparation, la salle d'opération et la salle de réveil. Et donc comme je vous le disais précédemment, donc nous avons réalisé également, des mesures en temps réel couplées, à de la vidéo qui ont été donc, effectuées, dans la salle d'opération, donc pendant toute la durée, de l'activité. Donc au total, 20 interventions ont été réalisées, en Île-de-France, dont 3 dans des centres hospitaliers, vétérinaires. L'anesthésiant utilisé, majoritairement donc, était l'isoflurane, hein, dans 19 établissements donc sur les 20. Un seul, établissement donc utilisait du sévoflurane, lors de la castration de lapins. Donc, les mesures, ont été réalisées, lors de la réalisation de différents types, d'interventions donc sous isoflurane, notamment chez le chat, où nous avons, pu observer donc, des interventions de type stérilisation, détartrage, extraction de dents, otectomie, une chirurgie digestive, une réduction du fracture du tibia et une chirurgie d'hernie. Également, chez le chien, donc il s'agissait de stérilisation, également d'extraction et détartrage de dents, de dermatologie et des infections de plaies, d'extraction de verrues, de retrait, de masse, mais nous avons également assisté donc à une orthopédie des ligaments croisés, une splénectomie, une énucléation et pour le lapin, donc il s'agissait donc, uniquement de castration. Donc, les mesures ont été, réalisées, lors de 43 anesthésies volatiles, effectuées dans les salles dans les salles d'opération et de 27 anesthésies volatiles, donc effectuées, dans les salles, de préparation. Donc les circuits, majoritairement, utilisés, que ce soit dans les salles, d'opération ou dans les salles de préparation, étaient, des circuits, semi-ouverts, mais il était également, utilisé dans les salles d'opération, donc des circuits, semi-fermés ou, des circuits, ouverts, notamment lors de stérilisation ou, d'implantation, de puces, électroniques. Donc les concentrations, mesurées, en ambiance de travail, à l'accueil des établissements vétérinaires sont globalement faibles, donc avec une concentration médiane égale à 0,145 ppm. Mais il a quand même été mesuré donc des concentrations, pouvant atteindre, 2 ppm, notamment, dans des établissements vétérinaires où il était mesuré dans les salles d'opération des concentrations, supérieures, à 10 ppm, d'isoflurane, ou de sévoflurane et pour lesquels l'accueil, n'était pas parfaitement, isolé, de la salle d'opération. Les concentrations donc mesurées, au niveau des voies respiratoires des vétérinaires, et des ASV sont en revanche beaucoup plus importantes, puisque la concentration, médiane mesurée au niveau des voies respiratoires des vétérinaires est égale à 5 ppm et celle mesurée au niveau des voies respiratoires des ASV 2,15 ppm et il a pu être également mesuré pendant toute la durée de l'activité, des concentrations donc importantes de l'ordre de 17 ppm.
Donc les concentrations mesurées en ambiance de travail, corroborent celles mesurées, au niveau, des voies respiratoires des vétérinaires, et des ASV avec des concentrations, maximales pouvant atteindre 14 ppm durant, toute la durée de l'activité. Donc les concentrations les plus importantes, ont été, mesurées, lors de l'utilisation, d'une cage à induction ou d'un masque, en présence, d'un taux de renouvellement d'air, faible ou nul, en présence, de dispositifs, d'anesthésie défectueux, lors d'utilisation, d'une cartouche de charbon actif, avec un filtre saturé et lors du remplissage de la cuve, d'anesthésion, donc au cours de l'intervention. Donc les mesures, en temps réel donc nous ont permis de caractériser, les situations donc, les plus exposantes. Donc vous avez ici, un exemple, de situation, exposante. Il s'agissait de la réalisation, de castration, de lapins donc dans une salle d'opération, donc avec un faible taux de renouvellement d'air. Donc il était, utilisé donc, une chambre à induction, lors de la réalisation de l'induction et donc l'anesthésie était, ensuite, maintenue, au masque. Donc l'anesthésiant volatile, utilisé était dans ce cas, le sévoflurane. Donc on peut voir, ici, sur ce graphique, dès le remplissage, de la cuve, donc un pic, d'exposition donc qui se situe, autour de 15 ppm et on observe donc tout au long de la réalisation, des différentes castrations, donc une augmentation, de la concentration, de sévoflurane, en ambiance de travail, qui atteint, de l'ordre de 35 ppm, à la fin de la réalisation de la 4e, castration. La décroissance de la concentration en isoflurane donc dans la salle d'opération est relativement lente puisqu'il est nécessaire d'attendre 1h20 et d'ouvrir une fenêtre pour revenir donc à un niveau de concentration inférieur à 2 ppm. Donc les mesures, en temps réel nous ont également permis, de mesurer, l'impact, de la ventilation donc sur l'exposition, aux anesthésiants, volatiles. Donc il s'agissait dans ce cas de la réalisation de 3 opérations donc, sur, 2 bulldogs, dans une salle, d'opération disposant donc d'une ventilation générale mécanique commandée manuellement à l'aide d'un variateur à 2 vitesses, donc V1, et V2, V1 étant la vitesse moyenne et V2, la vitesse maximale. Donc on observe sur, ce graphique, en l'absence, de ventilation, générale mécanique, lors du remplissage de la cuve, d'isoflurane, donc un pic, d'exposition relativement, important puisque la concentration, mesurée se situe autour de 10 ppm et on voit ensuite donc une diffusion donc, de cette concentration, dans la salle, d'opération. Donc jusqu'au démarrage, de la première, opération, toujours en l'absence de ventilation générale mécanique, on peut voir donc que la concentration, augmente, très rapidement, donc pour atteindre, un niveau de concentration, égal à 15 ppm. Lors de la mise en fonctionnement, de la ventilation en position, maximale, on observe une décroissance, très rapide, de la concentration donc, en isoflurane dans la salle d'opération, donc pour atteindre un niveau, de concentration, qui est bien inférieur donc à 2 ppm et on peut observer que lors de la réalisation donc des 2 interventions suivantes, donc sur le 2e bulldog avec, maintien donc de la ventilation générale mécanique en position, intermédiaire, les concentrations, mesurées sont stables et beaucoup plus faibles. De la même façon, donc le fait de maintenir, la ventilation, générale mécanique donc en position, intermédiaire, donc permet, d'atteindre très rapidement, un niveau de concentration donc inférieur à 2 ppm.
Donc, il a été également mesuré donc l'impact de la situation d'une cartouche donc sur l'exposition aux anesthésiants volatiles. Donc, on peut voir donc qu'en présence d'une cartouche saturée dans une salle d'opération où il n'y a pas de renouvellement d'air, on a très vite une concentration qui augmente très rapidement pour atteindre un niveau qui se situe donc entre 15 et 20 ppm. Par contre, lors de l'utilisation d'une cartouche neuve, on peut voir que même si le niveau de concentration augmente, celui-ci est beaucoup plus progressif et très inférieur à ce qui a pu être mesuré précédemment. Donc les tâches effectuées dans les salles de préparation donc sont essentiellement des prises de sang, des détartrages ou des extractions de dents. Donc les circuits utilisés sont généralement des circuits semi-ouverts avec des filtres de charbon actif, malheureusement très souvent saturés. Donc les concentrations les plus importantes, donc qui pouvaient atteindre donc 8 ppm, ont été mesurées lors de l'administration de concentration importante d'isoflurane avec un circuit donc sans réinhalation de gaz anesthésiant donc et un filtre de charbon actif saturé. Lors de l'extraction et du détartrage de dents de chien avec un circuit sans réinhalation de gaz anesthésiant donc et un filtre de charbon actif saturé. Dans la salle de préparation attenante à la salle d'opération, donc où une pollution importante en isoflurane était mesurée en ambiance de travail, et lors de la déconnexion du tuyau du conduit d'évacuation des gaz anesthésiants, donc au cours de l'intervention. Vous avez ici deux exemples de concentration d'isoflurane mesurée donc dans la salle de préparation. Donc, il s'agissait dans le premier cas de la réalisation du détartrage de dents de chiens et de chats donc par un vétérinaire. Donc, la concentration mesurée donc au niveau de ces voies respiratoires donc est égale à 15,8 ppm donc pendant 32 minutes. Dans le deuxième cas, donc il s'agissait donc du remplissage de la cuve d'isoflurane donc par une ASV, donc qui utilisait donc un système non sécurisé, et on peut voir donc que la concentration donc mesurée au niveau de ces voies respiratoires est égale à 19 ppm donc pendant 8 minutes. Donc les salles de réveil sont également des lieux où des concentrations importantes peuvent être mesurées, notamment si les animaux qui sont présents dans la salle de réveil sont nombreux et leur poids important, et si la salle de réveil ne dispose pas de ventilation, de dispositif de ventilation générale. Donc, nous avons pu mettre en évidence donc une exposition importante des vétérinaires et des ASV donc à l'isoflurane et au sévoflurane lors de la réalisation d'interventions dans les salles d'opération et de préparation. Les circuits majoritairement utilisés donc étaient des circuits sans réinhalation des gaz et vapeurs anesthésiants, avec des filtres de charbon actif très souvent saturés. Il a été mesuré donc des concentrations importantes lors du remplissage de la cuve d'anesthésiant au cours de l'intervention, lors d'utilisation de chambres à induction ou de masques, et lors également de l'utilisation de tuyaux d'évacuation des anesthésiants volatiles endommagés. D'autres sources d'exposition ont pu être mis en évidence, notamment on a pu mesurer des concentrations importantes dans des salles ne disposant pas d'appareil d'anesthésie, donc suite à un transfert de pollution. Lors du relargage des gaz anesthésiants donc expirés par les animaux lors de leur réveil, et surtout dans les locaux ne disposent pas de taux de renouvellement d'air suffisant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Catherine. Avant de passer à la seconde partie de ce webinaire, on vous propose encore une fois de nous faire part du coup de votre expérience, ouais, de vos connaissances sur le sujet qui va suivre. Donc encore une fois, vous aurez dans l'onglet sondage des petits sondages qui vont, des petites questions qui vont s'afficher. Donc une première, une seconde et une troisième. Donc je vous laisse quelques instants pour nous partager votre expérience. Donc la première, selon vous, quels sont les locaux qui nécessitent un système de ventilation? C'est une question à choix multiples. N'hésitez pas à sélectionner plusieurs réponses. La question suivante, à quelle fréquence vérifiez-vous la saturation des filtres à charbon actifs sur le circuit des gaz expirés? Là, on vous laisse répondre selon votre expérience. Et enfin, vérifiez-vous annuellement les installations de ventilation, donc les VMC, les bras aspirants, etc. On vous laisse répondre par oui ou par non. Et maintenant, je laisse la parole à Kevin Bance pour la suite du webinaire. Bonjour, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Bonjour. On t'entend, Kevin. Enfin, là, je pose surtout des questions à vous, les modérateurs, hein, puisque les autres, je sais qu'ils ne peuvent pas répondre. Voilà, oui, tout à fait, on t'entend. Voilà, très bien. Donc, merci pour l'organisation de cet événement et merci d'être présent pour le suivre. Donc, moi, je suis Kevin Bance, je suis ingénieur conseil au Centre de mesure et contrôle physique de la CRAMIF. Alors, je vais peut-être commencer par une petite présentation du CMP, donc le Centre de mesure et contrôle physique, voilà, pour vous expliquer un petit peu nos missions. Donc, nous sommes un service support du service prévention de la CRAMIF et nous intervenons donc en support, comme je l'ai dit, de nos collègues qui interviennent directement en entreprise pour objectiver tout ce qui concerne les nuisances physiques, à savoir le bruit, l'éclairage, les rayonnements optiques artificiels, la glissance, les vibrations, les rayonnements ionisants non ionisants, qu'est-ce que je n'ai pas dit encore, la glissance peut-être, incendie, explosion, etc. Et nous caractérisons aussi le fonctionnement des installations de ventilation, qui n'est pas une nuisance physique en soi, mais qui est aussi dans le giron du CMP. Et donc, nous faisons ces objectivations, ces caractérisations par la métrologie, et nous émettons aussi des avis, recommandations, conseils sur ces nuisances physiques. Nous participons à des actions de formation en interne dans le réseau, mais aussi en externe à destination des entreprises concernant ces nuisances physiques. Et nous contribuons à l'ingénierie de prévention et pour justement affiner nos recommandations. Et donc, par rapport à ce CMP, je tiens également à saluer l'ensemble de l'équipe qui a contribué à cette étude et qui me permet aujourd'hui de m'appuyer largement sur les visites qui ont été réalisées, les préconisations qui ont été émises à la suite de ces visites pour cette synthèse aujourd'hui. Donc, ma présentation concerne donc les dispositifs de protection collective et recommandations en matière de prévention. Pour être plus précis, en fait, on va surtout parler de ventilation, puisque qui dit risque chimique dit protection collective, donc qui consiste par la ventilation, à défaut de pouvoir supprimer ou substituer les produits chimiques qui sont mis en œuvre. Donc, comment va se dérouler mon intervention? Je vais d'abord commencer par vous décrire un petit peu comment on a procédé pour caractériser la ventilation dans la vingtaine d'établissements qui ont été visités au cours de cette campagne. Ensuite, je vous présenterai les résultats de ces mesures qui ont été réalisées. Dans une troisième partie, je vous évoquerai donc les recommandations et mesures de prévention qui ont été émises au cours de cette étude. Et dans une dernière partie, je vous présenterai une évaluation des constats que nous avons réalisés au regard des recommandations que je vais vous présenter. Donc, en ce qui concerne les méthodes de caractérisation de la ventilation au cours des visites, donc comment nous avons procédé? Nous avons distingué plusieurs typologies de locaux, donc au nombre de 4 exactement. Nous avons distingué les salles d'opération
ou de préparation. Alors, nous les avons distingués évidemment au regard des émissions des premiers anesthésiants qui sont mis en œuvre. Donc, dans les salles d'opération de préparation, évidemment, nous avons des émissions directes. Donc, ça, c'est une première catégorie. Ensuite, nous avons distingué les salles de réveil qui, donc là, c'est la pollution qui est liée à l'expiration d'anesthésiants volatiles par les animaux. Ensuite, une troisième catégorie, nous avons mis l'ensemble, peut-être pas l'ensemble, mais une bonne partie des autres locaux, et dont la pollution est liée principalement au transfert de pollution. Vous verrez par la suite au niveau des recommandations qu'il y a aussi une notion de risque biologique, même si ça ne fait pas partie de l'étude, on va dire un sujet principal de l'étude, c'est quelque chose que nous avons tenu compte dans les recommandations. Et enfin, les locaux à pollution non spécifique. Cela sous-entend que la pollution est liée uniquement à la présence humaine. Quel matériel nous avons utilisé pour caractériser les installations de ventilation? Donc un appareil générateur de fumée. Donc il s'agit d'un fumigène en fait qui permet d'observer les écoulements d'air au voisinage de la ventilation. Donc c'est un dispositif extrêmement pédagogique qui permet vraiment de bien observer ce qui se passe. Et ensuite, un anémomètre à fil chaud. Alors, un anémomètre à fil chaud, c'est un appareil qui permet de mesurer les vitesses de l'écoulement de l'air. Donc, c'est une baguette avec un fil qui est chauffé. Et donc, la vitesse refroidit ce fil et l'énergie, il y a une énergie donc qui permet de compenser cette perte de température. Et donc, cette énergie qui permet de retourner à une température de fil fixe, elle est traduite en vitesse. Et donc, pour continuer sur la caractérisation de la ventilation, donc quels paramètres nous avons évalués? Donc, nous avons évalué la dimension géométrique des locaux. Alors, cette information est importante justement pour pouvoir évaluer les taux de renouvellement d'air dans les différents locaux que nous avons, que nous avons étudiés. S'il y avait la présence ou non d'ouvrants sur l'extérieur, alors là, ça sera plutôt dans le cadre d'une ventilation dite naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventilateur pour cette ventilation-là. La présence ou non de ventilation mécanique, et là, nous avons distingué 3 types de ventilation mécanique, soit par extraction, soit par introduction d'air neuf, ou soit les deux. Et aussi, nous avons évalué s'il y avait la présence ou non de dispositifs d'anesthésie volatile et présence ou non d'un dispositif de rejet des gaz expirés reliés à l'extérieur. Donc, j'en arrive à présenter nos résultats de mesure concernant cette campagne. Avant de commencer, donc je tiens à préciser que en ce qui concerne tout ce qui est dispositif de captage de la source, en fait, au cours de cette étude, nous avons observé aucun de ces dispositifs. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est principalement des résultats sur la ventilation générale, et aussi ce sera plutôt des résultats, enfin tout ce qui concerne les résultats quantitatifs, c'est-à-dire en matière de taux de renouvellement, débit, tout ça. Comme il y avait plus d'une centaine de locaux étudiés, donc ce ne sera pas présenté, mais ce sera confronté plus tard dans la partie évaluation au regard de nos recommandations. Et donc, pour revenir sur ces présentations de ces résultats, donc on va surtout évoquer la présence des différents dispositifs de ventilation générale. En ce qui concerne les salles d'opération ou de préparation, donc au total, il y a eu 55 locaux étudiés. On s'aperçoit donc que environ la moitié est équipée d'une ventilation mécanique par extraction, environ 16% donc avec une ventilation mécanique par extraction et soufflage d'air neuf, 9% avec une ventilation mécanique par soufflage d'air neuf, mais après on se rend compte que presque 20%, près de 20% n'avaient pas de ventilation ou une ventilation mécanique qui était en panne. Et 9% avec une ventilation naturelle, donc avec un ouvrant donnant sur l'extérieur. En ce qui concerne les salles de réveil, donc 6 locaux ont été étudiés. Alors c'est vrai qu'au regard du premier des salles d'opération, ça paraît peu, mais de mémoire, le réveil s'effectue souvent justement dans les salles d'opération. Et donc du coup, c'est pour ça que on les a considérés comme des salles d'opération
Donc ça rentre dans la première catégorie. Mais en tout cas, sur les 6 locaux qui étaient considérés comme des salles de réveil, finalement, la moitié n'avait pas de ventilation. Enfin, du moins, soit pas de ventilation, soit une ventilation qui était hors service. Donc, un des locaux avait une possibilité de ventilation naturelle, et 2 de ces locaux avaient une ventilation mécanique par extraction. En ce qui concerne les autres locaux à pollution spécifique, donc les chenilles, salles de consultation, locaux d'accueil, salles d'attente et locaux techniques, donc au total 57 locaux ont été étudiés. Donc il en ressort que les 3/4 de ces locaux, plus des 3/4 de ces locaux avaient une ventilation mécanique par extraction, donc fonctionnelle, et près de un peu plus de 10% donc avec une ventilation hors service ou sans ventilation. Et finalement, pour les locaux à pollution non spécifique, on parlera principalement des salles de pause. Je parle aussi des locaux sanitaires, donc salles de pause et vestiaires. Les 2 tiers étaient équipés, donc 4 sur ces 6 locaux étaient équipés d'une ventilation mécanique par extraction. Un local n'avait pas de ventilation et un dernier avec un ouvrant donnant sur l'extérieur. En ce qui concerne les mesures de prévention que nous préconisons dans les différents locaux que j'ai décrits, je vais d'abord commencer par tout ce qui est dispositif de captage à la source. Donc, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour pouvoir capter au mieux les émissions directement à la source. Donc, on peut d'abord évoquer le masque à double enveloppe aspirante. Alors, c'est quelque chose qui se fait dans la médecine humaine. Ça reste un dispositif encore à étudier en ce qui concerne les animaux. On peut aussi recommander les chambres à induction ventilées. Donc, je sais que dans la profession, ce sont des dispositifs qui sont utilisés. Néanmoins, il convient de compléter ces dispositifs par des dispositifs de sécurité d'activation de la ventilation en cas d'ouverture de la cage, mais aussi d'un dispositif de sécurité qui coupe l'admission en cas d'ouverture de la cage, par exemple. Aujourd'hui, ça reste encore à étudier pour pouvoir mettre en œuvre ce type de dispositif. Une solution complémentaire aux 2 dispositifs précédents que j'ai évoqués, le dosseret aspirant. Donc le dosseret aspirant, ça consiste en fait à une paroi verticale en fait avec des fentes aspirantes. Oui, bon bah écoutez, je vous propose de reprendre. Alors, donc Kevin était en train de décrire le dosseret aspirant. Donc un dosseret aspirant, c'est ni plus ni moins que un équipement qui permet d'aspirer en fait les émissions au plus près justement de l'émission. Donc c'est un conduit, mais qui est équipé d'un dispositif de captage qui permet de guider l'air aspiré, qui est donc équipé de fentes aspirantes. Et il est à placer au plus près des émissions, mais bien sûr sans gêner le geste professionnel. Donc ce type de dispositif de captage pourrait être utilisé lors de l'utilisation d'appareils d'anesthésie au plus près de la tête de l'animal, mais aussi lorsqu'on remplit les tubes je suis revenu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, Kevin. Oui, Agnès avait repris la suite du coup pendant le problème de connexion. Est-ce que tout est OK à ton niveau? Sinon, Agnès, je pense. Sinon, Agnès, je te propose de continuer. Hein. Ouais, voilà, on va continuer là-dessus. Il va y avoir des soucis sinon. Très bien, je vais reprendre. Voilà, donc le dosseret aspirant, donc à placer donc au plus près des émissions. Désolé. Et en solution alternative, la table aspirante, qui cette fois aspire les émissions lors de l'utilisation de la machine d'anesthésie, mais directement au niveau de la table. Donc là, il s'agit d'une table équipée de fentes aspirantes. Alors bien sûr, quand on utilise ce type de dispositif, il faut faire attention à ne pas recouvrir les fentes aspirantes avec le champ opératoire. Donc ça, effectivement, ça peut représenter une difficulté. Donc à voir si ça gêne pas le geste professionnel, c'est un dispositif qui peut être tout à fait utilisé. Ensuite, donc il est nécessaire d'utiliser un système de récupération et d'évacuation des gaz anesthésiants vers l'extérieur, mais pas un système qui soit simplement passif, mais un système qui va entraîner les gaz avec une pompe.
Voilà, donc une autre difficulté qu'on a observée, c'est que la plupart des installations que nous avons observées rejetaient les gaz expirés directement dans le local. Donc ça, c'est à éviter parce qu'il y a vraiment un risque de réintroduction des polluants dans le local de travail. Voilà. Kevin, tu veux continuer? Je vois que tu es connecté. Oui, c'est bon, je suis revenu et sincèrement désolé pour cet aléa technique. C'est des choses qui arrivent très rarement. Très bien. Malheureusement, ça tombe le jour de... Voilà. Donc, Très tu en bien. étais au niveau du rejet dans le local à préfiltration, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, il faut éviter le recyclage. Donc, je te laisse Tout continuer. à fait, oui. Voilà, effectivement, oui, c'est quelque chose que nous recommandons absolument pas parce que voilà, les systèmes de filtration. Alors c'est vrai que là, je vais peut-être retourner sur le sondage où là, effectivement, à quelle fréquence vérifiez-vous la saturation des filtres à charbon actif sur le circuit des gaz expirés? On s'aperçoit quand même que les réponses sont très variables et donc du coup, ça contribue encore plus à rendre la filtration moins efficace en fait. Et donc que ça contribue encore davantage à la réintroduction des polluants dans les locaux. Et donc ce système, même si il est très bien suivi, n'est jamais aussi efficace à 100%. Voilà, donc je passe à la suite. Donc là, on va plutôt parler des recommandations en matière de ventilation générale. Donc en ce qui concerne les locaux de chirurgie, préparation réveil. Alors par rapport aussi à l'aspect ventilation générale, il faut être bien... voilà, nous ne recommandons pas uniquement la ventilation générale. Elle ne se substitue pas au dispositif de captage à la source. C'est vraiment en complément pour évacuer les polluants résiduels. Donc, pour continuer sur les aspects de la ventilation générale, en ce qui concerne les locaux de chirurgie, préparation et réveil, nous recommandons un taux de renouvellement au minimum de 15 volumes par heure. Et en cas de nécessité de prévenir le risque infectieux, là, il peut être intéressant de se référer à la norme NFS 90-351, donc qui concerne la ventilation générale en milieu hospitalier pour la médecine humaine, voilà, et notamment qui recommande de limiter la vitesse d'introduction d'air à 0,4 mètres seconde à une hauteur de 2,5 mètres pour les problématiques de confort. En ce qui concerne les autres locaux à pollution spécifique, donc là nous avons distingué plusieurs groupes de recommandations en fonction de la finalité des locaux. Pour ce qui concerne les salles de consultation d'imagerie Chatry Chenil, donc tous les salles qui sont en lien avec des animaux en attente de soins, nous recommandons un taux de renouvellement minimum de 5 volumes par heure par extraction et sans être inférieur à un débit de 92 m3 par heure par occupant. Là, on sous-entend qu'on est dans une activité physique modérée, c'est-à-dire avec des ports d'animaux, des travails en posture debout, etc. Ensuite, en ce qui concerne les salles d'attente et les locaux d'accueil, d'ailleurs, je tiens à préciser aussi, les occupants, c'est tous les occupants, c'est les humains, mais aussi les animaux. Alors évidemment, si ce sont des chats ou des petits chiens, on pourra faire abstraction de ces occupants-là, mais si ce sont des gros chiens, évidemment, leur capacité respiratoire est similaire à la nôtre, et là, il convient d'en tenir compte pour les débits préconisés. En ce qui concerne donc les salles d'attente et les locaux d'accueil, donc nous recommandons un débit d'introduction d'air minimal de 34 m3 par heure par occupant, et là, on considère dans ces locaux-là que l'activité physique est faible, puisque dans les salles d'accueil en général, la plupart des personnes sont assises et statiques. Et ensuite, en ce qui concerne les locaux à risque chimique ou infectieux, notamment pour le stockage de déchets ou animaux morts, ce qui concerne la buanderie avec des vêtements souillés potentiellement, là, nous préconisons un taux de renouvellement compris entre 5 et 10 volumes par heure. En ce qui concerne les locaux sanitaires, donc là, on se référera plutôt au Code du travail pour les débits. Néanmoins, le Code du travail préconise plutôt d'introduire un débit, une valeur de débit de ventilation. Nous, on conseille plutôt, surtout pour les salles d'eau, d'extraire ces débits-là.
Et donc, les débits mentionnés sont présentés dans le tableau. Par exemple, pour un cabinet isolé, on préconisera une extraction de 30 mètres cubes par heure, par occupant. Et enfin, en ce qui concerne les locaux à pollution non spécifique, on préconisera donc une ventilation générale mécanique par introduction d'air, soit de 92 mètres cubes par occupant dans les locaux avec une activité physique modérée, donc la position debout, par exemple, ou de 34 mètres cubes par heure par occupant dans les locaux sans activité physique, notamment là où les occupants sont plutôt en position assise. Alors, ces débits-là, qui reviennent dans plusieurs locaux, sont issus d'une note technique de l'INRS, dont on pourra éventuellement vous donner le lien à la fin de cette présentation. Et enfin, les recommandations que nous émettons en matière de conception et de réception des installations de ventilation. Donc, pour ce qui est la vitesse d'air dans les conduits des réseaux d'installation, il est préconisé d'avoir une vitesse inférieure à 7 mètres secondes. Alors là, on est face à des polluants sous forme gazeuse, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une vitesse très importante. Et une vitesse qui est, on va dire, assez faible permet de limiter les nuisances physiques comme le bruit. Ensuite, nous recommandons effectivement d'avoir un réseau avec le moins de pertes de charge possible. Alors les pertes de charge, c'est quoi? C'est en fait la déperdition d'énergie liée au frottement de l'écoulement contre les parois ou à la rencontre de ces écoulements dans des obstacles comme des coudes. Et donc, moins ces pertes de charge sont importantes et plus l'écoulement est assuré avec un débit de ventilation moindre. Enfin, une puissance de ventilation moindre, excusez-moi. Et ensuite, effectivement, nous recommandons fortement le rejet à l'extérieur sans possibilité de réintroduction dans les locaux. Il faut effectivement que ce rejet soit à une distance suffisante de tous les entrants de ces locaux afin d'éviter la réintroduction de ces polluants dans les locaux et éventuellement une filtration éventuelle pour se conformer aux contraintes environnementales. Et puis, évidemment, qui dit extraction des polluants, dit extraction d'un certain volume d'air, et donc il est nécessaire de le compenser, soit par le biais de grilles statiques dans les portes ou dans les cloisons, ou par le biais d'un système d'introduction mécanique. Voilà. Et donc, le mieux, effectivement, est de maîtriser cette introduction, d'une part pour s'assurer que on aura de l'air neuf ou de l'air pas pollué qui viendrait d'autres locaux où il y a des polluants, et d'autre part pour aussi éviter toute gêne dans le fonctionnement des dispositifs d'extraction, et aussi pour le confort thermique des personnes présentes. Et donc, pour continuer sur la partie conception et réception des installations de ventilation, donc comme j'ai évoqué tout à l'heure, il faut limiter au maximum le niveau sonore des installations, notamment avec des vitesses d'écoulement assez faibles. Il convient aussi de vérifier l'efficacité de l'installation conformément au cahier des charges lorsqu'il y a un projet de ventilation. Alors, il s'agit d'une obligation réglementaire, mais dans les faits, ce n'est pas toujours fait. Et donc, voilà, il convient de bien le faire préciser que voilà, cette installation doit être vérifiée et ses performances. Il convient aussi de suivre régulièrement cette installation dans le temps afin de maintenir ses performances. Ça passera par de la maintenance préventive, ça serait la plus efficace, ou curative si elle tombe en panne, mais aussi par la réalisation des contrôles périodiques annuels qui sont aussi des obligations réglementaires. Et là, je reviendrai aussi sur le sondage où il y avait une question sur voilà, je crois que sur la vérification des installations, si elles étaient réalisées annuellement ou non. Selon vous, quels sont les locaux? À votre avis, quelles sont les situations? Ouais, tout à fait. Je crois que c'était la dernière question, Kevin, et il y avait je la retrouve pas, 60% de oui et 40% de non. Ah, je suis assez surpris des résultats. J'aurais pensé que c'était plus non que oui. En tout cas, voilà, sachez qu'il faut qu'elles soient suivies régulièrement, ces installations, et il y a des obligations réglementaires par rapport au contrôle de ces installations-là. On a pu observer dans le constat que pas mal, quelques installations, on va dire, n'étaient plus fonctionnelles. À défaut, elles étaient assez souvent encrassées.
Et au-delà de ça, le dossier d'installation ne nous a jamais été présenté, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, justement, par rapport au dossier d'installation, c'est une obligation réglementaire également et qu'on vient de le constituer, de le mettre à jour régulièrement. À la réception d'une installation, le fournisseur doit vous fournir l'ensemble des éléments pour la constitution de ce dossier, avec les descriptifs d'installation, mais aussi avec la vérification de l'efficacité conformément au cahier des charges, mais il convient également au chef d'établissement de l'alimenter avec toutes les modifications, opérations d'entretien, contrôles qui ont été réalisés. Tous ces éléments, même si ça a été fait en interne, doivent apparaître dans ce dossier d'installation. Il est vraiment nécessaire pour le suivi et le maintien des performances sur la durée. J'en arrive donc ainsi à ma dernière partie, donc l'évaluation des constats au regard des recommandations que j'ai présentées. Donc, comme je l'ai précisé, aucun dispositif de captage de ressources n'a été identifié au cours de cette campagne. Et en ce qui concerne la ventilation générale, au final, pour la partie salle d'opération de préparation de RFA, seulement 3 locaux étudiés sur 61 étaient conformes à nos recommandations. Et là, je parle uniquement de la ventilation générale. En ce qui concerne les autres locaux à pollution spécifique, chenilles, salle de consultation, locaux d'accueil, salle d'attente et locaux techniques, seulement 7 locaux sur les 57 étudiés répondaient aux recommandations que j'ai présentées ci-avant. Et enfin, les locaux sanitaires, locaux à pollution non spécifique, aucun des locaux était conforme aux recommandations que j'ai présentées. Voilà. Alors, ces recommandations ce sont vraiment des recommandations, ce sont des objectifs à atteindre. On en est conscient. C'est évidemment bien très intéressant de les prendre en compte, surtout pour les nouveaux établissements, les nouvelles installations. Néanmoins, si on regardait au niveau de l'aspect réglementaire, je l'affiche pas ici, mais même selon les débits recommandés par la réglementation, le taux n'est pas beaucoup mieux que les recommandations que nous avons présentées. Et donc, pour finir, avec d'autres constats, donc on a bien, je l'ai précisé tout à l'heure, mais les installations, globalement, elles étaient pas très suivies au cours du temps. Donc, des entretiens qui n'étaient pas faits, des installations qui étaient très encrassées, et parfois des installations qui étaient donc en panne. Et finalement, voilà, peut-être pas que je le dirais comme c'est marqué ici, mais on sent peut-être qu'il y a un manque de sensibilisation sur les moyens pour prévenir le risque d'exposition aux anesthésiants volatiles dans la profession. Je pense que vous êtes parfaitement conscient qu'il y a un risque, mais après, en ce qui concerne les moyens pour les prévenir et le suivi de ces moyens, voilà, nous pensons qu'il y a des axes d'amélioration voilà, identifiés. Et donc, je vous remercie de votre attention et je suis ouvert aux questions si vous en avez. Et je vois qu'il y en a plusieurs.